Le 27 mars 2009, la petite Sandra Renee Cantu sort de chez elle pour aller jouer avec ses amis près d'un parc. Cependant, quelques heures après, sa mère ne la voit toujours pas rentrer à la maison. Elle sera alors très rapidement portée disparue et la police va alors débuter sa longue enquête. Au cours de celle-ci, les enquêteurs vont faire une découverte sidérante. Découvrons ensemble aujourd'hui la terrible histoire de Sandra Renee Cantu. Sandra Renee Cantu est née le 8 mars 2001 dans la ville de Tracy en Californie. À l'époque, elle vivait avec sa mère Maria, ses grands-parents ainsi que ses frères et sœurs dans un parc à Caravane. Il faut savoir que dans ce genre d'environnement, tout le monde avait une sorte de proximité avec ses voisins. Sandra, elle, avait donc pour habitude de jouer avec les enfants du voisinage et était connue pour être une fille énergétique et adorable, adorant discuter avec tout le monde. Le vendredi 27 mars 2009, Sandra demande à sa mère si elle peut sortir jouer dehors avec ses amis. Bien sûr, cette dernière accepte puisqu'elle savait que les enfants du coin avaient pour habitude de jouer dans le parc d'à côté et qu'il était réputé pour être assez sûr. Cependant, aux alentours de 19 h, Maria remarque que sa fille n'était toujours pas revenue du parc. Cela est étrange puisque sa fille avait pour habitude de jouer 1 ou 2 heures grand max dehors avant de rentrer. Paniquée, la mère de Sandra appelle alors les parents des autres enfants par téléphone afin de leur demander s'ils avaient vu Sandra. Mais elle apprend dans son plus grand désespoir que ni les parents ni les enfants n'avaient vu sa fille. Maria décide alors de sortir de chez elle, pensant que sa fille s'était peut-être perdue dans le parc à Caravane. Mais elle ne trouve personne. Maria appelle alors la police aux alentours de 19h53 pour leur indiquer que sa fille avait disparu. Les policiers de la ville de Tracy arrivent alors rapidement sur place et commencent alors à enquêter dans le voisinage. Ils font le tour du parc à Caravane, demandent à tout le monde s'ils avaient vu la trace de Sandra, mais malheureusement la petite reste introuvable. La police décide alors de visionner les images de vidéosurveillance afin de voir s'ils pouvaient trouver un quelconque indice. Et ils ont bien eu raison de l'avoir fait, puisque sur l'une des vidéos, ils vont apercevoir Sandra en train de marcher vers sa maison, puis soudainement changer de direction. 8 minutes plus tard, une voiture passe devant la caméra, et plus rien, plus aucune trace de la petite Sandra. La police avait bien évidemment sous leurs yeux un indice primordial. Néanmoins, ils n'arrivent pas à tirer une quelconque information de cette vidéo et ils décident alors de dresser un profil type du suspect. Ce dernier serait âgé de 25 à 40 ans et ayant un lourd casier judiciaire. Bien entendu, ce profil correspondait à énormément d'hommes dans la ville de Tracy. Le FBI sera lui aussi appelé afin d'enquêter sur cette affaire et se mettra aussi à la recherche du suspect. Ils mobiliseront des chiens de recherche, des hommes à cheval, des véhicules de toutes sortes et même un hélicoptère. Des plongeurs spécialisés seront même mobilisés afin de fouiller tous les points d'eau de la ville. Malheureusement, à cause d'une eau boueuse, ils ont du mal à mener leurs recherches. L'enquête va durer durant 2 jours sans que personne ne puisse savoir où était passée Sandra. Les enquêteurs, à court d'options, décident alors de faire appel aux médias. Ils font faire passer les images de vidéosurveillance où on peut y apercevoir Sandra et promettent une récompense de 22 000 $ pour toute personne pouvant donner une quelconque information pour faire avancer l'enquête. Des centaines de volontaires se mettront eux aussi à la recherche de Sandra, mais tous ces efforts réunis ne suffisent toujours pas à mettre la main sur elle. Au début, les enquêteurs s'étaient concentrés sur le père de Sandra, Daniel, qui au moment des faits traversait un divorce difficile avec Maria et avait aussi beaucoup de difficultés à régler la pension alimentaire pour ses enfants. Le couple avait déjà eu de nombreuses disputes à cause de ce sujet-là, et les enquêteurs ont pensé que Daniel avait peut-être kidnappé sa propre fille afin de se venger de Maria. Toutefois, après un long interrogatoire, la police l'écarte de la liste des suspects. Le deuxième suspect dans le viseur de la police est un homme âgé de 60 ans, qui 2 ans auparavant avait été vu en train d'embrasser Sandra sur la bouche dans la piscine municipale de la ville. À l'époque des faits, son acte avait été reporté à la police et il avait indiqué aux enquêteurs que c'était juste un acte d'affection envers Sandra et qu'il avait juste un penchant envers les filles d'âge de moins de 18 ans. Cependant, malgré tous ces red flags, les enquêteurs ne trouvent aucun lien entre l'affaire de disparition et cet homme. Durant les jours qui vont suivre, ce sera pas moins de 250 volontaires qui vont se mettre alors à la recherche de Sandra en interrogeant
tous les habitants de la ville. Mais ni les volontaires ni la police ne vont trouver un quelconque suspect. Le jour de la disparition de Sandra, sa mère Maria avait reçu un SMS étrange de la part de l'une de ses voisines qui disait « Dis à la police que l'on m'a volé quelque chose aux alentours de 16 h. Je ne sais pas si cela fera une différence ou non. » Ce message provenait de l'une des voisines de Maria, une certaine Melissa Huckabee, qui était aussi la mère de l'une des amies de Sandra et aussi enseignante à l'église locale le dimanche. Melissa pensait que le vol de sa valise était lié avec la disparition de Sandra, ce qui sur le moment peut paraître quand même assez bizarre. Mais la police ainsi que le FBI ne vont pas trop s'attarder sur ce signalement et préféreront se concentrer sur d'autres pistes. Quelques jours après sa disparition, la famille de Sandra organise une veillée afin de prier pour la sécurité de Sandra. Au cours de celle-ci, tout le monde, y compris la police ainsi que le FBI, s'était rassemblé afin de porter soutien à la famille. Et durant la veillée, une femme hystérique va surgir de nulle part et commencer alors à pleurer et à hurler de toutes ses forces. Elle approche les policiers présents sur place et les tend une note qu'elle dit avoir trouvée près de chez elle. Cette note disait « Sandra enfermée dans une valise, jetée dans l'eau sur Bucketty Road et Whitehall Road. Témoin. » Les enquêteurs, en découvrant la note, vont être choqués. En analysant cette dernière, ils vont aussi découvrir qu'il y avait une faute d'orthographe flagrante. Au lieu d'avoir écrit Anne avec un seul N, la personne qui l'avait écrite avait ajouté un N de trop, qui sur le moment semble quand même assez étrange, puisque ce n'était pas une faute relativement commune. Tout cela est quand même assez suspicieux, car la personne qui avait trouvé cette note était la même que celle qui avait signalé le vol de sa valise. Et cette personne, ce n'est d'autre que Melissa Huckabee. Les enquêteurs trouvent ça effectivement assez suspicieux, mais il n'y avait pas de quoi soupçonner Melissa. Elle aussi était une mère, et surtout, elle était enseignante à l'église locale de la ville. Donc, elle ne pourrait sûrement pas être impliquée dans cette histoire. Et surtout, elle ne correspondait pas du tout au profil du suspect. Malgré ces coïncidences assez suspectes, la police ne peut pas croire que Melissa puisse être impliquée dans cette disparition. Ils se disent tout simplement qu'elle était sûrement à la recherche d'attention et qu'elle a probablement créé tout cela de toutes pièces. Mais il y a une chose que les enquêteurs ne savaient pas. Melissa était atteinte de plusieurs troubles mentaux. Elle a été diagnostiquée comme ayant un trouble de la personnalité, trouble bipolaire et schizophrénie. Durant ces épisodes psychotiques, Melissa n'arrive plus à se rendre compte de ce qu'elle fait. La plupart du temps, ces crises consistaient à s'infliger de la douleur sur elle-même. Cela l'a donc amenée à prendre des médicaments et ce, dès son adolescence. Et durant les années qui ont suivi, elle a commencé à se sentir de mieux en mieux. Les policiers, après avoir pris connaissance de sa maladie, se disent que Melissa avait peut-être écrit cette lettre elle-même, mais ordonne néanmoins de nouvelles fouilles dans les mares aux alentours afin de voir s'ils peuvent trouver quelque chose. Mais toujours à cause d'une mauvaise visibilité dans l'eau, ils ne trouvent absolument rien. Le 6 avril, des fermiers trouvent une valise en effectuant le vidange d'un bassin d'irrigation. Ces derniers vont alors ouvrir celle-ci et découvrir le corps d'une petite fille. Ils vont alors rapidement appeler la police, qui vont alors transporter la valise dans une morgue afin de l'inspecter. Quelques heures après, les résultats tombent et confirment que le corps retrouvé dans la valise est bel et bien celle de la petite Sandra Cantu. Maria, la mère de Sandra, ainsi que toute sa famille seront dévastés en apprenant la nouvelle. Les enquêteurs vont alors commencer à se focaliser sur Melissa, dont le comportement depuis le début était extrêmement étrange. Ils vont réussir à obtenir des mandats de perquisition afin de pouvoir fouiller la maison de Melissa. Arrivé dans celle-ci, la police va fouiller le logement de fond en comble et ils vont tomber sur un bloc-notes. Et en comparant l'écriture qui avait été laissée dans ce dernier, ils se rendent vite compte qu'elle correspondait exactement à celle laissée sur la note que Melissa avait trouvée près de chez elle. Comme si cette preuve n'était à elle seule pas suffisante, un habitant et sa femme va aussi indiquer à la police qu'ils avaient vu la voiture de Melissa près du bassin d'irrigation. En rassemblant les pièces une par une, la police fait l'effroyable découverte. La voiture qui avait été vue sur les images de vidéosurveillance était la même qui avait été aperçue par un habitant près du bassin d'irrigation. Voiture qui appartenait à Melissa. Melissa Huckabee sera alors rapidement arrêtée par la police et interrogée. Elle passe rapidement aux aveux mais indique à la police que tout cela n'était qu'un accident. Elle raconte que ce jour-là, Sandra
Sandra était passée chez elle afin de jouer avec sa fille. Les deux étaient en train de jouer à cache-cache et Sandra aurait décidé de se cacher dans la valise de Melissa. Et ce serait bien plus tard qu'elle aurait fait la macabre découverte. La petite Sandra aurait été apparemment asphyxiée par un manque d'air en s'enfermant elle-même dans la valise. Craignant d'avoir des problèmes, elle se serait alors débarrassée de cette dernière. She wasn't breathing or anything. What does she look like? She looked pale. I thought that I killed her. Huh? I thought that she was dead. And I panicked. So what happened? I tried to wake her up and she wouldn't wake up. Mais tout cela va cacher une autre vérité beaucoup plus sombre concernant le sort de Sandra Cantu. Le jour de sa disparition, Sandra aurait effectivement bel et bien quitté sa maison afin de rejoindre ses amis au parc. Sur le chemin du retour, Melissa aperçoit Sandra et l'invite alors à venir chez elle. 8 minutes après, ils quittent la maison et se rendent alors à l'église de la ville. Melissa étant enseignante dans cette dernière, elle savait exactement quand il y avait des personnes ou non. En arrivant à l'intérieur, Melissa va alors empoisonner Sandra avec une boisson contenant de l'alprazolam, un puissant médicament qui permet de traiter l'anxiété. En quelques minutes, Sandra s'évanouit et Melissa en profite alors pour commencer à la battre avec un rouleau à pâtisserie, puis l'étrangle avec des vêtements. Après avoir commis l'irréparable, Melissa va alors ensuite placer le corps de Sandra dans sa valise, conduire jusqu'au bassin d'irrigation, jeter celle-ci dans ce dernier et retourner chez elle. Le 9 avril, des agents du FBI vont alors se mettre à fouiller l'église de la ville. Dans la cuisine de celle-ci, ils vont alors trouver un rouleau à pâtisserie maculé de sang. Les tests ADN effectués sur le sang révéleront qu'il appartient à Sandra Cantu. La fouille approfondie de la maison de Melissa va aussi permettre de découvrir plusieurs boîtes d'alprazolam. Et en analysant l'historique des recherches effectuées sur son ordinateur, la police va remarquer qu'elle avait consulté un article concernant un homme qui avait caché le corps de sa petite fille dans une valise. Avec cette nouvelle découverte, la police en est sûre, Melissa est bel et bien la personne impliquée dans la disparition et le meurtre de la petite Sandra. Durant son procès, Melissa exprimera sa tristesse envers la famille de Sandra et elle expliquera à la cour qu'elle n'a aucune idée de pourquoi elle a effectué un tel acte. I wish I could give you an explanation for what happened. I owe you an explanation. I still cannot understand why I did what I did. Le père de Sandra, Daniel, qui était lui aussi présent au procès, déclarera à la cour devant Melissa. You took the life of an innocent little girl. And she didn't do nothing. She's not even old enough to decide to eat ice cream yet. Le procureur condamnera initialement Melissa à la peine de mort, mais suite à un accord de plaidoyer, sa peine sera transformée en prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Le procureur chargé de l'affaire pense que Melissa a fait tout ça juste pour de l'attention. Les enquêteurs, quant à eux, pensent qu'elle était tout simplement jalouse de Sandra et de sa joie de vivre. Après l'annonce de son décès, toute la communauté de Tracy se rassemblera afin de pleurer sa perte. Elle laisse un énorme vide derrière elle, surtout pour sa famille, les parents et les enfants qui la connaissaient très bien. Sandra était une adorable petite fille, innocente, qui ne méritait pas ce sort. Pourquoi Melissa aurait-elle commis un tel geste? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, la vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, c'était Ken Show. Ciao.